va dire que c'est la même chose pour ce webinaire. Alors, les objectifs, Lara vous en a parlé. Et donc, bon, le contexte, vous le connaissez, crise systémique planétaire, les systèmes sont de plus en plus complexes, il y a des déconnexions, principalement avec la nature, on arrive à des limitations dans l'utilisation des ressources, et donc on a clairement besoin de réinvention, d'innovation, de création de valeur. Et là, eh bien, l'éco-design peut apporter des solutions, puisqu'elles sont justement systémiques, et qui permettent de reconnecter l'économie avec la nature. Alors, un petit note d'humour de Pierre Dac et Francis Blanche. Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Et donc, l'éco-design, c'est toute une approche justement pour penser au départ avant que des impacts arrivent. Alors, quelques définitions pour planter le décor. Donc, l'éco-conception, ça consiste à intégrer l'environnement dès la conception d'un produit, d'un service, et alors aussi pendant toutes les étapes de son cycle de vie. Donc, ça, ce sont des normes ISO, AFNOR. L'intégration systématique des aspects environnementaux dès la conception. Donc, on retrouve en fait dans toutes les définitions qu'on peut trouver ces ingrédients. On parle bien de services de système également, ou de procédés. On parle tantôt d'environnement, tantôt d'impact environnementaux. Et alors, on parle aussi de viser à trouver le meilleur équilibre en fait entre des contraintes, des exigences, qu'elles soient environnementales, sociales, techniques, économiques. Alors, c'est intéressant de voir qu'en français et en anglais, l'étymologie est un peu déviée. Et donc, l'étymologie du mot dessin, en français, il y a bien deux significations. Le mot dessin qui est le projet, et le mot, comme on entend ici, design, qui est plutôt l'aspect esthétique et aussi les fonctions d'usage. Alors, le mot design, c'est un mot qui ne représente justement pas juste un dessin ou une fonctionnalité. Ça évoque tout un ensemble de pratiques, en fait, destiné à concevoir, à planifier, à aménager, à structurer un produit, un service, un procédé, un espace, une organisation, enfin bref, tout type de projet. Donc c'est beaucoup plus large que le simple design de produit. Donc on pourrait, sur base de toutes ces définitions, se mettre d'accord sur celle-ci, qui est assez ouverte. L'éco-conception vise la conception d'un bien ou d'un service, à optimiser l'utilisation des ressources en prenant en compte les externalités produites à chaque étape du cycle de vie. Ça, c'est important, de l'extraction jusqu'à la fin de vie du produit, du service. Alors, une astuce, eh bien, pour les acheteurs, c'est de se mettre d'accord dans votre organisation sur un glossaire, un référentiel commun. Alors, l'éco-design, l'éco-conception, c'est une approche, on l'a dit, et c'est une approche multi-étapes. Et donc, dès le début de la réflexion, de la conception, on prend en compte toutes les étapes par lesquelles le produit, le procédé, le service va passer. Et donc, les différentes étapes, on parle des matières, de l'énergie pour la fabriquer, les ressources primaires, le transport, l'utilisation, et une fois que l'utilisation, eh bien, il y a la fin de vie. Donc, c'est une démarche multi-étapes d'amélioration continue. Et donc, sur ce graphe, vous voyez bien qu'en plus des étapes, on voit tous les enjeux auxquels un produit, un service peut faire appel. Alors, c'est une approche multi-impact, multi-critères environnementaux. Et donc, vous voyez ici tout en bas les différentes étapes. Et en ordonnée, eh bien, voilà tous les critères qu'on peut étudier. Puisque dans le fond, tout produit génère des impacts. Et donc, le but, c'est de choisir à quel type d'étape de la vie on veut mettre l'accent sur quel type de critères. L'éco-design, c'est aussi une approche systémique, c'est-à-dire que ce qu'on veut étudier, par exemple, dans un projet d'achat, ça pourrait être soit la machine à café, soit ça pourrait être des gobelets. Et donc, c'est intéressant de faire les interactions, d'étudier, dans le fond, l'environnement autour de ce qu'on étudie. Est-ce que c'est la machine à café avec ses composants? On peut étudier aussi le super système, donc c'est-à-dire la machine à café, elle se situe où, avec quel type de relation? Donc là, il faut penser à la logistique, l'approvisionnement, etc. Et donc, qui dit système dit analyse systémique. Et donc là, une façon de voir les choses, c'est voir tout ce qui rentre au niveau du cycle de vie, à toutes les étapes d'un produit, tout ce qui sort et tous les impacts environnementaux qui sont générés pendant tout ce cycle de vie.
L'éco-design, c'est aussi une approche multi-acteurs, et d'ailleurs de plus en plus, puisque c'est de plus en plus compliqué, il faut de plus en plus être innovant, et donc là, il faut faire de la co-innovation. Et donc, au niveau d'achat, on va passer, si c'est possible, de prestataires à, sur une plus longue durée, à des partenaires. Ça, c'est l'idéal. Euh, L'éco-design, c'est multi-acteurs, ça veut dire que ça fait appel aussi à plusieurs métiers, pas seulement pour les fabricants, je dirais, ou les prestataires de services, de solutions, mais aussi vous, au sein de votre organisation, vous avez besoin de faire appel à plusieurs techniques, plusieurs expertises, plusieurs métiers pour pouvoir, par exemple, rédiger le cahier des charges. On parle de plus en plus de chaînes de valeur, de filières, et donc, d'office, on parle de plusieurs acteurs. Ici, vous avez un exemple d'un outil qui permet justement de cartographier l'écosystème des partenaires. Alors, une approche d'éco-design, un projet d'éco-design, ça démarre avec une intention, avec une ambition, et c'est bien de la poser en fait au niveau de votre organisation, de vos départements. Alors, vous voyez ici sur la gauche, plutôt en rouge, c'est ce qu'on fait très souvent à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on essaye de tendre vers quelque chose qui est moins mauvais pour la nature, on va dire, moins mauvais au niveau environnemental. Et de plus en plus, on va vers la partie droite du graphe, c'est-à-dire quelque chose où on essaye d'apporter un apport positif, c'est-à-dire que lors de l'utilisation, voire de l'achat d'un produit, d'un service, il y a génération positive au niveau environnemental. Alors ici, il y a vraiment une invitation à rester dans le côté réaliste, pragmatique. On comprend bien qu'on parle ici d'un trajet d'amélioration continue. Et donc l'intérêt, c'est de se mettre en route et d'avoir des objectifs d'amélioration. L'important aussi pour ce type de projet d'éco-design, selon l'ambition, bien sûr, c'est d'avoir une vision forte qui peut fédérer toutes les parties prenantes en fait pour atteindre ces objectifs ambitieux. Une fois que l'intention, l'ambition est posée, on peut décliner celle-ci en objectifs. Alors là, il faut faire des choix, puisque vous voyez ici qu'il y a énormément de possibilités, de leviers d'action tout au long du cycle de vie d'un produit, d'un service, d'un procédé. Donc là, il faut faire des choix. Et les choix vont être orientés par le plus d'impact au niveau de ces choix sur les critères environnementaux. Alors, quels sont les facteurs qui facilitent l'adoption vers des démarches d'éco-conception? Quels sont les avantages? Quels sont les return on investment, on pourrait dire? Là aussi, c'est à vous de voir ce qui est recherché. Est-ce que votre organisation dans ce marché, dans cet achat, a plutôt envie d'avoir une attitude offensive? Pourquoi? Par exemple, une image de marque, pour être cohérent par rapport à quelque chose qui a été communiqué vers l'extérieur. Ça peut être aussi quelque chose d'offensif, mais plus d'interne, c'est-à-dire ça peut redynamiser dans le fond une équipe, une organisation vers des objectifs assez ambitieux. Ça peut être aussi, et c'est tout à fait très bien aussi, d'être dans une attitude défensive, de se dire il faut une maîtrise des coûts, surtout en ces temps post-Covid où c'est très important aussi la trésorerie. Et donc, pourquoi pas innover en voulant maîtriser davantage nos coûts tout en éco-innovant. Alors l'éco-design, c'est une approche, et donc une approche, ça veut dire qu'on peut se reposer, c'est préférable de se reposer sur une éthique. Qu'est-ce qui, dans notre organisation, a de la valeur? Vers où on veut aller et comment? L'éthique se décline en des principes, les principes ici d'éco-design ou d'éco-conception, et ensuite on peut passer à des méthodes, des outils. Et donc, vous voyez bien que l'éco-design, ce n'est pas un outil ou une méthode ou une religion, c'est plutôt une approche qui reprend des valeurs, une éthique, des principes, et alors seulement des méthodes, des outils pour la mettre en œuvre. Alors, pourquoi pas prendre un exemple, puisqu'on est entre l'écologie, l'écologie, il y a une approche qui existe, qui s'appelle la permaculture, et l'éthique de la permaculture, est très simple, c'est 3 points. C'est prendre soin de la terre, prendre soin des hommes, c'est-à-dire prendre soin de soi, des autres, des relations, des parties prenantes, et produire en abondance et partager équitablement. Donc ici, en fait, le fait d'avoir défini une éthique par rapport à cette approche permaculture,
permet déjà d'orienter tout ce qui suit en fait. Les principes de conception de la permaculture sont tout à fait alignés avec l'éthique. Alors pourquoi une image de la nature? Tout simplement parce que c'est notre meilleur enseignant. La nature a 3,8 milliards environ, hein, ça change chaque année, d'années de R&D en fait. Du coup, c'est intéressant de voir, et la permaculture c'en est un exemple, l'inspiration de la nature apporte énormément au niveau de l'éco-innovation. Il y a d'ailleurs des approches qui s'en réfèrent, hein, c'est le biomimétisme qui s'inspire du vivant pour innover. C'est la bio-inspiration, ou les approches de bio-inspiration, qui sont des approches créatives basées sur l'observation des systèmes vivants. Et justement, ici, je vous livre quelque chose qui est assez intéressant, c'est les principes du vivant. Donc en fait, au niveau des principes biologiques, en fait, sur quoi reposent tous ces cycles biologiques, tous ces systèmes vivants? En fait, il y a des briques essentielles. Et ces briques essentielles, il y en a, j'en ai mis une vingtaine, mais il y en a beaucoup plus. Ce sont des briques qui nous permettent de se dire, ben voilà, ça, on est dans l'essentiel. Et donc, ces principes vivants sont aussi des principes de conception, sont aussi des principes qui peuvent nous aider à brainstormer sur des nouvelles idées, mais c'est aussi des principes qui peuvent nous dire si un système est plus ou moins résilient. On peut en prendre un par exemple ici, le vivant utilise peu de thèmes pour générer de multiples variations. Eh bien, c'est tout ce qui est par exemple la modularité, tout ce qui est flexibilité. Le vivant fonctionne par cycle. Là, on a compris, passer de l'économie linéaire à l'économie circulaire, on est en plein dedans, si on est dans cette communauté Green Deal. Le vivant recycle tout ce qu'il utilise, même chose. Le vivant est efficace en ressources, et donc il n'y a pas vraiment de déchets, c'est plutôt des ressources, et des matières premières, secondaires, plutôt qu'un déchet. Et le vivant est ajusté et réactif à son écosystème, donc le vivant, par définition, est toujours en relation et s'adapte par rapport à ce qui se passe autour de lui. Voilà, donc le tuyau ici, c'est vraiment de voir ces principes du vivant comme des possibilités d'en choisir quelques-uns. Et au plus vous allez pouvoir intégrer ces principes du vivant dans un projet d'éco-conception ou dans votre cahier des charges, au plus vous allez vous assurer qu'il y aura des impacts environnementaux intéressants et importants. Alors une entreprise qui a vraiment bien utilisé ces principes du vivant et qui a montré une ambition, il faut remettre dans son contexte, en 1994 assez importante, c'est l'entreprise Interface, qui en fait a justement démarré avec une ambition très claire, c'est qu'en 2020, et donc c'est intéressant, puisque nous sommes en 2020, on peut voir ce que ça a donné, ils avaient une mission zéro, c'est-à-dire d'éliminer tout impact environnemental négatif, qui était tout à fait dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire de réduire notre impact négatif. Et en fait, en 2020, ils ont même dépassé cet objectif. Oui, je dois vous dire qu'Interface, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, leur métier, c'est de produire, de fabriquer et de proposer des revêtements de sol. Et donc, ils ont même dépassé leur objectif de 1994, puisque maintenant, quand vous achetez des produits, des dalles, par exemple, de moquette, eh bien, il y a même une contribution positive au niveau CO2. Et donc ça peut être intéressant dans votre politique d'achat circulaire, c'est de vous dire, tiens, ça veut dire que si j'incorpore ce type de produit au niveau de mes bâtiments, de mon bâtiment, il y a un impact déjà positif que j'incorpore. Voilà pour le concept, les définitions, les approches. Deuxième partie de l'exposé, en ce qui me concerne, c'est en fait, par rapport à vous, acheteurs, c'est comment intégrer l'éco-design, l'éco-conception dans un projet, concrètement, un projet d'achat. Alors, à l'étape de cadrage du projet, je vous invite à quelques questions, en fait. Comment ce projet va contribuer à la réalisation de la raison d'être de mon organisation ou d'un projet quelconque? Et donc, on peut se poser la question, cet achat va participer à quel objectif stratégique de l'entreprise? Est-ce qu'on veut que cet objectif soit une image de marque? Est-ce que c'est plutôt une réduction des émissions de carbone? Donc tout ça est très intéressant de le savoir dès le départ. Est-ce qu'il y a plusieurs objectifs qui sont cumulés? Et quelle est la volonté pour cadrer le projet d'achat? Est-ce qu'on veut, dans ce marché, voilà, acheter des produits qui soient éco-conçus?
Est-ce qu'on veut plutôt orienter en disant, ben voilà, on veut plutôt des matériaux qui soient durables d'office, par exemple du bois, du verre, de l'acier, ou est-ce qu'on veut mettre l'accent, si c'est un service, sur un prestataire qui est certifié, qui a un certain type de certification? Et donc là, c'est ce qu'on retrouve dans le document que la communauté a mis à disposition. En fait, vous allez voir que dans tous les objectifs, les stratégies, le mot conception revient tout le temps, en fait. Et donc, c'est logique, puisque au plus tôt en amont on conçoit les choses, au plus l'impact environnemental va être intéressant tout au long de la vie du produit, du service, du procédé. Alors, au niveau de l'étape d'analyse, c'est intéressant de poser à un moment donné le curseur à ce moment précis, et c'est vraiment de faire une analyse des besoins de votre organisation, avec un accent sur bien circonstancier, bien définir les problèmes, plutôt que trop vite aller vers des solutions. Donc, pour les prestataires, pour le cahier des charges, c'est plutôt de bien décrire les problèmes, les problématiques, les enjeux, que ceci soit spécifique à votre organisation et qu'il y ait aussi un accent sur tout ce qui est usage, plutôt que d'être propriétaire, en fait. Et une façon de faire ça, c'est de formaliser plutôt des fonctions. Quelles sont les fonctions essentielles que vous recherchez pour ce cahier des charges? Quelles sont les contraintes auxquelles l'organisation, auxquelles le produit, le service devra tenir compte, et quels sont les critères de performance, de qualité attendue? Et tout ça, quand on rédige le cahier des charges, c'est intéressant de toujours placer les bénéficiaires, les utilisateurs finaux au centre de toutes ces réflexions. Alors, les besoins, c'est une chose, les coûts liés, et aussi maintenant, de plus en plus, on parle des risques. Et donc là, il y a un compromis à faire entre les coûts et les risques. Auparavant, c'était surtout un focus sur les coûts. De plus en plus, et je crois que maintenant on est bien conscientisé avec les différentes crises systémiques, dont la dernière en date, c'est qu'il faut aussi prendre en compte les risques. Et donc, ce n'est pas seulement au moment T, mais c'est tout au long du cycle de vie, bien sûr. Alors, on parle du TCO, coût complet d'usage, coût complet de possession. On peut regarder l'analyse des impacts environnementaux. Donc, il y a vraiment d'une façon en parallèle les besoins, les coûts, les risques, les impacts provoqués tout au long du cycle de la vie. Beaucoup d'infos à rechercher, puisqu'il ne faut pas chaque fois réinventer la rue, pardon. Non, je le dis bien, la roue. Et c'est peut-être d'aller dans la rue, justement, et donc de rencontrer les différentes personnes qui ont déjà fait qui ont déjà passé ce type de marché. Il y a la communauté Green Deal, l'achat circulaire, bien sûr. Il y a peut-être aussi pas mal de ressources, vous en trouvez certaines à la fin de l'exposé ici, des experts qui peuvent vous aider à rédiger et à réfléchir sur ce cahier des charges ou ce projet d'achat, puisque déjà, toutes ces réflexions font partie du processus d'éco-design. Au niveau de déterminer les objectifs, là c'est intéressant pour vous de constituer votre arbre décisionnel. Comment allez-vous définir vos priorités? Et donc là, le mieux c'est de formuler des questions tout au long du cycle de vie de produit, de déterminer votre propre checklist par rapport à ce marché. Et de nouveau, dans le choix des objectifs, quelles sont les étapes, les critères les plus impactants? On peut parler de faisabilité versus potentiel d'impact. Donc, on peut peut-être déterminer qu'il y a un réel impact très important. On aimerait bien le mettre dans le cahier des charges, mais on voit que ce n'est pas très faisable pour raison X, Y. Et donc là, il y a un principe de réalité, d'être pragmatique qui prévaut. Et quels principes d'éco-conception sont retenus? Donc peut-être, vous voulez vous dire, j'ai envie que ça soit du bois et que le principe d'éco-conception, ça soit plutôt quelque chose de modulaire au niveau des bâtiments. Il y a aussi une définition des critères qui vont permettre d'évaluer les offres, bien sûr, les prestataires, les fournisseurs, et aussi ces mêmes critères qui vous permettront de mesurer l'adéquation de la mise en œuvre une fois que le marché est passé. Alors ici, c'est un exemple en fait de checklist que vous pouvez faire la vôtre et l'adapter, bien sûr, selon le marché que vous voulez passer, le type de thématique. Voilà, et donc là, c'est chaque fois se poser ces questions, d'adapter, d'être spécifique et de faire des choix, en fait.
Alors ici, des aspects en général, on l'avait entendu lors du premier atelier avec la personne qui nous a présenté des cas à l'IBGE. Ben, c'est tout un art, en fait, d'être assez ouvert pour permettre l'innovation. Si on est trop fermé, eh bien, on ne permet pas aux prestataires de pouvoir innover, puisque, par définition, pour un projet d'éco-design, il y a de l'innovation. Il y a plusieurs prestataires qui doivent peut-être se mettre d'accord, puisqu'on parle de chaîne de valeur. Et donc, ça demande du temps. Donc là, c'est peut-être aussi un élément à prendre en compte. Laisser le temps suffisant pour que tout ça puisse se parler et vous faire une offre la plus pertinente possible par rapport à vos besoins. Et c'est créer l'espace de co-création. Par exemple, dans un cahier des charges, on peut très bien mettre un critère qui est que nous voulons qu'il y ait au départ du service qu'il y ait une partie en fait qui soit de cartographie les parties prenantes, d'interview des utilisateurs finaux, etc. Très important, au niveau des achats, c'est la veille des fournisseurs, de solutions, de la législation qui évolue assez rapidement à tous les niveaux, que ce soit régional, fédéral ou européen. Veille au niveau des thématiques, donc selon la taille de votre organisation, soit vous êtes un acheteur polyvalent qui doit acheter de tout, soit ça pourrait être que vous êtes spécialisé dans tel ou tel domaine. Et alors, ce qui est vrai pour un processus d'éco-conception, d'éco-design, eh bien, c'est un processus d'innovation en soi, et donc tout ce qui est lié à un processus d'innovation doit s'y retrouver. Par exemple, construire une vision forte et partagée au début, cartographier l'écosystème, bien définir les problèmes, les enjeux, les challenges, les traduire sous forme de contradictions clés à résoudre, travailler bien sûr un maximum en amont, si possible déjà avec les parties prenantes, et certainement les utilisateurs finaux. Et on sait que dans un processus d'innovation, pour votre projet d'achat, chaque projet d'achat est unique en fait. Et c'est évolutif, d'où l'intérêt de regarder tout au long du cycle de vie et de faire des hypothèses. Alors ici, processus d'innovation, mais le processus d'éco-design, c'est aussi quelque chose qui va vers quelque chose qui est plus régénératif. Rappelez-vous la partie verte droite du graphe du début de l'exposé. Et donc, on tend vers quelque chose qui est bio-inspiré. Ce n'est pas pour le plaisir de dire la nature, voilà, c'est sympa, c'est cool. Non, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose de la nature qui est que la nature, c'est un exemple de quelque chose qui a réussi à faire de l'éco-innovation idéale, je dirais. Alors, le côté local, le côté circuit court, le côté circulaire très important, et on donne la priorité à la coopération et on donne la priorité à l'usage plutôt qu'à la propriété. Donc tout ça reste vrai pour votre projet d'achat avec l'aspect éco-conception, éco-design. Alors pour vous aider, heureusement, eh bien, il y a des labels, il y a des certifications, des normes, des législations. Ce n'est pas toujours évident d'ailleurs de s'y retrouver, surtout que selon la thématique, eh bien, il y a des labels et des certifications différentes. Et donc là, il faut avoir un esprit critique. Il faut aller voir ce qu'il y a derrière. Comme dirait Martin, il faut les gratter, hein, voir qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces labels. Et donc, voilà, si votre projet d'achat, c'est plutôt au niveau réduction du coût, et c'est vraiment avec un focus sur tout ce qui est énergétique, eh bien, il y a des labels, des certifications qui sont vraiment spécifiques. Faites attention, bien sûr, à tout ce qui est greenwashing. Voilà, ça existe. C'est simplement votre pensée critique qui doit être aux manettes pour que, eh bien, ce que vous allez faire au niveau de votre cahier des charges, votre projet d'achat, votre appel d'offres corresponde vraiment aux besoins de votre organisation. Aujourd'hui, demain et après-demain. Prenons l'exemple on parle d'éco-conception, du label, pardon, c'est pas un label, c'est une certification Cradle to Cradle, qui est assez bien documentée. Donc ça, c'est un exemple. En fait, il y a ici, vous voyez que c'est assez détaillé. Donc, vous pourriez dire, ben voilà, pour tel type de produit, on a envie que le produit soit certifié Cradle to Cradle, bronze par exemple, ou ici silver, et surtout avec un focus sur tout ce qui est toxicité des matériaux. Donc on veut vraiment aucune toxicité des matériaux, ou on veut que tout soit fabriqué à partir d'énergie renouvelable. Donc là, ce sont des informations qui vous permettent, informations que vous avez sous forme standardisée, qui vous permettent de faire des choix et d'alimenter votre cahier des charges. Intéressant, le Cradle to Cradle, il y a énormément de ressources disponibles.
Et donc, il se base sur des principes, sur 3 principes principaux. Et tiens, que retrouve-t-on? Eh bien, on retrouve des principes du vivant. Et donc, ça, c'est intéressant parce qu'ils ont fait le choix de 3 principes du vivant et de les formaliser et de transformer tous ces principes en fait en principes de conception pour avoir des produits qui soient éco-conçus. Je terminerai mon exposé avec cette vue, en fait, pour vous dire que le trajet d'éco-design, d'éco-conception, c'est un trajet qui est humain, et donc on n'est pas dans le parfait, on ne doit pas être dans l'idéal, c'est OK. C'est une transition vers, OK. Et donc, vous voyez qu'en même temps, on va vers du moins mauvais, et en même temps, on veut de plus en plus du meilleur. Du plus meilleur, on va dire en bon français. Donc c'est OK. Le but, c'est vraiment de rester réaliste, pragmatique, à l'instant T dans ses plans d'action. Par contre, on peut être assez ambitieux au niveau de sa vision. Voilà, dans la présentation qui sera disponible par après, vous verrez quelques ressources assez utiles pour vous aider dans votre métier et dans vos projets d'achat. Voilà, avant de passer la parole à Martin, si l'un ou l'autre d'entre vous a des questions, eh bien c'est le bienvenu. Question clarification, on aura encore des questions-réponses après l'exposé de Martin. Merci beaucoup, Frédéric. Voilà, je lis le chat. On a une première question. En fait, on nous demande si l'on peut expliquer en quoi la notion d'économie de la fonctionnalité prime dans le cadre de l'éco-conception. Donc, en quoi la notion d'économie prime dans le cadre de l'éco-conception? La notion d'économie de la fonctionnalité. En fait, on peut répondre tous les deux. Pour moi, les deux ne sont pas à opposer, ou qu'est-ce qui prime ou pas. Les deux sont deux approches, en fait. Et donc, dans l'éco-conception, c'est vrai que ça va changer. Si on veut, dès le début en amont, se dire ce produit, ce service, et là, c'est plutôt la firme qui est au départ de ça, se dit je veux que le modèle économique soit plutôt dans l'utilisation, et donc je vais faire du leasing, je vais faire de la location, je vais m'occuper, je vais garder la propriété de ce que je vends. Là, d'office, ils vont intégrer très certainement tous les principes d'éco-conception. C'est tout à leur avantage. Et c'est très bénéfique, en fait, ce type de modèle économique, puisque vous achetez, en fait, l'usage, vous achetez des impacts, des certifications, et donc c'est bien le propriétaire qui reste responsable de tout ce qui va se passer. Et donc le propriétaire peut prendre des risques ou peut prendre des hypothèses de départ. Et puis, il y a un nouveau contexte qui arrive, mais ça sera bien au propriétaire de prendre ça en compte dans la vie du projet, du produit ou du service. Donc la question, peut-on expliquer en quoi la notion d'économie de la fonctionnalité prime? Je dirais qu'il faut peut-être faire un choix dans l'intention, l'ambition, en tant que fabricant, par rapport à ça. Je ne sais pas si Martin, toi, tu veux rajouter quelque chose? Pas grand-chose. Clairement, l'éco-conception... On m'entend? Oui, on m'entend. On a toujours présenté l'éco-conception comme un des leviers de l'économie de la fonctionnalité. Comme le dit Frédéric, il est tout dans l'intérêt d'une entreprise qui miserait, plutôt que sur la vente pure de son produit, eh bien de proposer l'usage, eh bien que ce produit soit le plus fonctionnel et le plus durable dans le temps. Et pour avoir un produit durable dans le temps, il est nécessaire d'augmenter la qualité, la réparabilité du produit, et donc d'intégrer en fait dans la conception de ce produit, eh bien toutes les étapes que la démarche d'éco-conception sous-tend. Donc vraiment d'avoir une approche sur le cycle de vie qui vise à prolonger la durée de vie. Il n'y a que comme ça, entre guillemets, que l'économie peut fonctionner, l'économie de la fonctionnalité peut fonctionner correctement. Donc pour cela, l'éco-conception et l'économie de la fonctionnalité, qui font tous les deux partie on va dire, de l'économie circulaire, avec d'autres modèles qu'on peut avoir comme l'économie collaborative ou les circuits courts, des thèmes que vous avez pu voir ou que vous verrez aborder dans d'autres séminaires autour du Green Deal. Eh bien, en tout cas, pour l'économie de la fonctionnalité, l'éco-conception agit là vraiment comme un levier essentiel.
Il n'y a pas vraiment un ordre de priorité, c'est intuitif. Pour faire de l'économie de la fonctionnalité, vous devez intégrer les questionnements transversaux qui interviennent dans une démarche d'éco-conception. Exactement. Voilà, s'il n'y a pas d'autres, je fais appel au modérateur, modératrice, hein, questions. Oui. Il n'y a pas d'autres questions. En fait, quelqu'un a réagi. Il n'y a pas d'autres questions précises, juste des réactions encore par rapport à vos réponses. On nous dit l'intérêt est aussi de passer de CAPEX à OPEX. Puis quelqu'un d'autre réagit également, oui, pour le producteur, d'accord sur OPEX et CAPEX, mais pour les acheteurs, cela allonge car ils doivent attendre que le producteur change de modèle, etc. Sinon, on nous remercie aussi pour les explications claires et concises. Merci pour le merci. La rétroaction, c'est un des principes du vivant, donc intéressant. À toi, Martin? Oui, juste avant, Martin, je voudrais juste redire, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui parfois avaient leur caméra. N'hésitez pas donc à couper votre caméra pour être sûr qu'il n'y a pas de partage d'écran, vous ne soyez pas sur l'enregistrement. Filmez à votre insu. Voilà. Non, et puis ça aide aussi la bande passante, je pense, à mieux fonctionner. Moins il y a de caméras effectivement actives et mieux c'est. Tout à fait. Mais donc voilà, Martin, je te passe la parole. Merci beaucoup. Alors, je partage mon écran. Attendez. J'avais répété ça mais je vois que je n'y arrive plus. Est-ce qu'on voit la présentation? Oui, parfait. Parfait. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je vais ici vous présenter rapidement quelques éléments, afin de concrétiser, de contextualiser un petit peu toute cette théorie que Frédéric a présentée et de vous démontrer que voilà, c'est quelque chose qui peut, l'éco-conception, c'est quelque chose qui peut être intégré par soi-même ou avec l'aide de partenaires et de prestataires, et donc ça, je vais vous le montrer en quelques exemples. Avant de passer sur des exemples de cas concrets, et notamment des cas belges, je restitue simplement au travers d'un exemple produit toute la démarche d'éco-conception telle que Frédéric l'a questionnée, en tout cas l'a mis en évidence. Et pour cela, je vous présente un produit alors très usuel hein, et qui intervient beaucoup dans les process d'achat, notamment en matière d'aménagement et de bureau. Eh bien, c'est un siège de bureau tout à fait classique, dirons-nous. Alors, mais qui, en fait, du point de vue, on va dire, environnemental, fait beaucoup la différence par rapport aux objets dits concurrents. Alors, ce n'est pas un exemple belge, puisqu'il vient d'une société américaine qui s'appelle Steelcase, et il date déjà quand même de plusieurs, je pense déjà depuis plus de 10 ans, mais ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est qu'il illustre parfaitement comment il illustre parfaitement la multiplicité des critères qui peut intervenir dans une démarche d'éco-conception. C'est-à-dire vraiment que pour cet objet, il y a eu un ensemble de questionnements utiles qui ont été développés pour parvenir à un produit dit le plus éco-conçu possible. Alors, pour la petite histoire, donc en fait, au moment juste avant la reconception de ce produit, en fait, il y avait un produit précédent. Il y avait déjà un siège existant dont la société souhaitait le moderniser en le rendant à la fois plus performant, mais aussi plus responsable pour l'environnement. Et donc, on parle pas là d'une conception pure et dure, mais bien d'une reconception. Et cette reconception, elle s'est basée sur 4 axes de travail principaux avec une série d'objectifs liés. Donc premièrement, une réflexion sur les matériaux, en essayant d'éliminer les matériaux justement dits problématiques au niveau environnemental. Une réduction du nombre de composants. Il y avait beaucoup de composants sur le siège de base. L'objectif était de le réduire de 30% sur le siège suivant. Lié à ça, en partie, la réduction du poids du siège, qui était assez lourd. Il y avait aussi un objectif de réduction d'un tiers. Et encore une fois, lié à cette réduction globale, et bien une réduction aussi du volume de l'emballage. Et donc,
Ce qui s'est passé chez Steelcase, c'est qu'il y a eu vraiment donc une réflexion à toutes les étapes du cycle de vie du produit. Alors déjà, au niveau des matières premières nécessaires à sa production, eh bien, il y a eu certains choix de design, justement, d'éco-design qui ont été effectués, comme le fait de ne pas miser sur des cols, comme c'était le cas avant pour fixer les assises, mais bien sur des crochets amovibles. Tout de suite, on voit qu'on a affaire donc à des parties, à des composants qui sont plus séparables. Vous vous doutez évidemment que si il y a de la séparabilité de produits, il y a peut-être des perspectives à ce que ce produit soit prolongé dans sa durée de vie, puisque un problème sur une pièce, mais permettant son remplacement, eh bien, assure une durée de vie plus longue. Autre point, la suppression de certains composés problématiques, comme le PVC par exemple, donc polychlorure de vinyle, qui est un composé plastique qui, lors de la phase de fin de vie, au moment où il est considéré à la mise en rebut, a des fort difficulté à être, alors je vais pas dire fort difficulté à être recyclé, aujourd'hui les choses vont un petit peu mieux sur ce plan-là, mais peut être émetteur de polluants assez nocifs. Donc l'objectif a été de réduire voire de supprimer certains composants problématiques et de les remplacer avec des matières issues d'autres matières, donc recyclées. Il y a eu aussi l'emploi d'ajouts, l'utilisation de peintures en poudre plutôt que des peintures avec solvant classique, et donc la réduction de composés organiques volatiles. Voilà pour la réflexion sur les matières premières. Alors, sur le processus de transformation et de fabrication, eh bien, il y a eu déjà un redesign complet au niveau des composants. Donc, ils sont parvenus à leurs objectifs de réduction de 30%. Vous le voyez sur les deux photos, la différence entre le produit de base et le produit suivant. Donc, réduction des composants, qui a permis également une réduction du poids à hauteur de 16%, ce qui faisait quand même 4 kg. Donc vous vous dites, c'était quand même un siège assez lourd. Pour prolonger dans la démarche, ça s'est fait la reconception, enfin en tout cas la production de ces nouveaux sièges s'est fait sur des sites de production qui étaient également certifiés ISO 14001, qui est un label de management environnemental à reconnaissance internationale. Et en ce qui concerne le marché européen, au travers d'une usine, non pas basée aux États-Unis, mais à proprement parler en Europe. Sur le transport et la logistique aussi, une simple action, et pourtant qui a fait beaucoup de changements, eh bien, c'est de transformer, c'est de détacher entre guillemets le dossier. Avant, le siège était livré dans son intégralité et complètement monté, et là simplement le fait d'avoir détaché les sièges a permis une réduction du volume de l'emballage de 30%, ce qui a permis entre guillemets d'optimiser le transport et d'avoir moins de camions sur la route. Alors, on n'est pas du niveau de Ikea, hein, bien sûr, avec leur capacité, entre guillemets, d'agencer les pièces, mais l'objectif de Steelcase aussi, c'est de vendre des produits qui sont à durée de vie prolongée. C'était ça l'objectif de cette reconception. Alors, dans l'utilisation aussi, qui est une phase qu'on a tendance à oublier dans le cycle de vie et qui pourtant a toute son importance, eh bien, comme je vous l'ai dit au début, on a des pièces qui sont remplaçables, qui sont plus solides et donc avec une durée de vie prolongée dans le temps au niveau de l'utilisation. Moins de substances dangereuses sur le produit et donc une amélioration, on va dire, de la qualité de l'air intérieur. Hein. On sait bien que c'est une problématique qu'on rencontre dans le monde de l'entreprise. Et aussi, à l'époque, c'était encore assez nouveau, mais la capacité de pouvoir bénéficier d'instructions de maintenance sur le site web de l'entreprise. Enfin, dernière étape, et certainement celle où il y a le plus de travail et le plus de réalisation et qui fait vraiment de ce produit un produit éco-conçu, c'est qu'on a affaire là, donc, via la sélection des matières premières, à un produit qui est recyclable à 99%. Avec un emballage qui, lui, est totalement recyclable. Tous les éléments sont séparables. Le démontage est prévu pour être simple et rapide. Et chaque élément de plus de 50 grammes a été identifié pour pouvoir faciliter le tri et le recyclage, puisque vous avez des composés à base de tissu, des composés à base de métal, des composés à base de plastique. Chacun suit suivant un processus, on va dire, de fin de vie différencié. Eh bien là, on avait la capacité de pouvoir voir un petit peu où est-ce qu'on pouvait placer la pièce si celle-ci n'avait plus d'utilité. En tout cas, la conception totale est faite pour permettre des stratégies en fin de vie
plus responsable, hein, donc la remise en état, la réparation, donc la prolongation de la durée de vie, mais aussi son recyclage, alors en tout ou partie, en tout cas, était davantage permis de par l'aspect recyclable des composants, mais aussi leur identification. Et voilà, en fait, vous avez les différentes étapes que je vous ai représentées, restituées dans le cycle de vie, et ce siège, voilà, comme exemple, constitue vraiment ce qu'on peut appeler un produit éco-conçu. Alors, évidemment, les produits que vous rencontrez sur le marché ne sont pas forcément tous représentés au niveau des différentes étapes du cycle de vie, au niveau des améliorations. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas éco-conçu, puisque bien souvent, bien dans les étapes du cycle de vie, il y en a une ou deux qui sont plus impactantes que les autres. Si un travail est fait sur ces étapes-là, on peut parler de production éco-conçue. Alors, pour vous restituer un petit peu quelques exemples existants pour vous inspirer et vous donner, voilà, vous donner de quoi agir, je vous donne quelques exemples. Alors le premier n'est pas tout à fait belge, mais pourtant il est connecté à la Belgique néanmoins, et vous allez comprendre pourquoi. C'est la société Opendesk qui se trouve au Royaume-Uni. La société Opendesk produit du mobilier donc en B2B, du mobilier de bureau à base de bois. Et sous forme en fait de kits démontables, comme vous pouvez voir sur la photo du haut. Ce à quoi a réfléchi Opendesk, en fait, c'était la problématique liée à la conception de produits de mobilier, mais très éloignés, donc en Asie, donc avec des coûts liés à l'impact au niveau du transport assez importants. Et donc, ce que le business model de Opendesk, en fait, d'acheter ces produits sous forme en fait de patrons, de canevas. Et lors de l'achat, en fait, ce patron et canevas est envoyé à des scieries, on va dire, partenaires, un petit peu partout en Europe, le plus proche en fait possible de la personne ou de la société qui achète, dans le but, avec donc une découpeuse SNC, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ces types de découpeuses à bois, eh bien au travers du patron donc, qui est envoyé sous forme numérique, eh bien de concevoir en fait le produit au plus proche du client final. Et donc là, si moi, par exemple, à Bruxelles, je veux une table voilà, de chez Opendesk, eh bien, je commande. Le patron est envoyé à la menuiserie partenaire qui se trouve, par exemple, à Anderlecht, et c'est produit donc on va dire à 2 km de chez moi. Et donc, il y a un coût en matière de transport, en matière d'impact lié au transport, qui est quand même assez réduit par rapport au fait que le produit aurait été fait en Asie ou même au Royaume-Uni. Voilà un exemple de fourniture. Alors, en parlant justement de fourniture et fourniture de bureau, eh bien, un autre exemple, belge, bien belge celui-là, et wallon qui plus est, c'est celui de B2B Green, qui s'occupe donc des fournitures de bureau. Vous en avez et vous en commandez probablement, et vous en voyez partout, post-it, bic, ciseaux, plein d'objets qui servent, et papier évidemment, plein d'objets qui servent à notre quotidien de bureau. Et chaque objet, évidemment, a son propre cycle de vie. Alors évidemment, en tant que responsable d'achat ou personne chargée de la décision, très logiquement, vous ne pouvez pas connaître le cycle de vie de chaque produit que vous consommez. Et c'est pour ça qu'il existe des prestataires qui peuvent le faire à votre place. Et c'est clairement le cas de la société donc B2B Green, qui, au travers de sa connaissance des outils, enfin des cycles de vie apparentés aux différents objets, eh bien, a signé des critères de sélection extrêmement stricts pour garantir, notamment à leurs clients, que ces derniers bénéficient eh bien, de produits dits le plus écologiques possible, voire complètement éco-conçus. Alors, ça se base évidemment sur une expérience des produits, mais également la confiance en certains labels qui font comment dire, qui sont reconnus en tout cas au niveau international. Vous les avez déjà vus, hein, l'écolabel européen, les labels FSC, PEFC,
le signe vert pour ce qui est du bois. Alors j'attire votre attention sur le fait que, et comme le disait Frédéric aussi l'évoquait, les labels, c'est une jungle, il y en a beaucoup et ils ne veulent pas tous dire que le produit est écologique à 100%. Il y a vraiment un travail critique qui doit être fait là-dessus. Et je prends par exemple le label FSC qui, vous le voyez affiché sur presque aujourd'hui toutes les ramettes de papier existantes. Alors ça ne veut pas dire que le papier est 100% écologique, ça veut dire qu'il est tiré de forêts gérées de manière soutenable. Donc il y a un travail sur la matière première qui est fait, mais ce label n'offre pas forcément de garantie en ce qui concerne le processus de blanchiment ou le processus de fabrication du papier. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours être un petit peu, voir un petit peu plus loin, être un petit peu critique sur les labels pour voir quelles sont leurs portées et de voir si ce dernier est suffisant entre guillemets pour répondre à vos standards environnementaux. Et c'est pour ça aussi que des prestataires, bien comme B2B Green, peuvent être des partenaires solides pour vous aider là-dedans. Autre type de produits, eh bien, c'est tout ce qui concerne votre communication print, que ce soit des flyers, des affiches, des enseignes, des productions de visuels sur event, que sais-je. Le secteur de l'imprimerie et les produits associés eh bien, génèrent des impacts au niveau de l'environnement. Et encore une fois, ce sont des critères ou une approche en cycle de vie qui est parfois compliquée à connaître pour soi quand on est acheteur. Et pour ça, encore une fois, il est utile de faire appel à un prestataire qualifié qui connaît son métier, qui connaît le secteur, mais qui a aussi une ambition justement en matière environnementale. C'est le cas de l'imprimerie Schmitz, Digital Printing, qui se trouve à Ciney, qui, en plus de faire attention justement aux produits utilisés, que ce soit au niveau des encres, au niveau des papiers, au niveau des supports d'impression et des processus d'impression aussi. Le digital qui aujourd'hui offre certaines qualités environnementales par rapport aux anciens processus offset. Alors c'est tout un débat, je ne prends pas forcément position là-dessus, mais il y a des avantages de part et d'autre. Et Schmitz offre en plus ce petit label qui n'est pas si petit que ça, puisque c'est le label EMAS, qui est un label de management environnemental assez strict. Il n'y en a pas beaucoup d'entreprises qui l'ont en Belgique. Et ce label garantit en fait des pratiques organisationnelles en interne qui sont extrêmement respectueuses bien, de l'environnement et qui visent à réduire concrètement leur impact. Donc vous avez à la fois la capacité de pouvoir bénéficier auprès de ce type de prestataire d'un produit éco-conçu, mais également de vous assurer que le prestataire offre lui-même une solution, je veux dire, éco-conçue ou éco-pensée. Pareil pour B2B Green, je reviens sur l'exemple d'avant, mais B2B Green pratique aussi au niveau de son stockage eh bien une mutualisation des espaces de stockage qui est un point quand même assez important pour la réduction de l'impact au niveau de la logistique. Alors, des achats circulaires, oui, et pourquoi pas aussi un peu de vente circulaire. Alors, vous faites tous partie de secteurs divers et variés, mais il n'est pas impossible que vous ayez au sein de votre structure, de vos bâtiments, eh bien, des flux de ce qui pourrait être considéré comme des déchets, mais qui ont de la valeur. Et je m'explique avec ce petit exemple qu'on a réalisé il y a 4-5 ans avec la société Boomerang, qui est une société voilà, de communication print qui fait dans l'affichage notamment. Eh bien, Boomerang s'est retrouvé un jour et nous a contactés en disant « j'ai des surplus de plexiglas très, très importants et je ne sais pas quoi en faire ». Alors c'est ironique, on aurait dit aujourd'hui qu'on aurait trouvé tout à fait l'utilité pour ce type de produit actuellement, mais on n'était pas encore en période de pandémie mondiale et donc là on se posait la question. Et on s'est un petit peu creusé et la tête et on a on a participé en fait à la rencontre entre Boomerang et le bureau d'études, enfin le bureau de designer Restore à Liège. Ces derniers ayant récupéré donc la matière pour la transformer en luminaire d'ornement que vous retrouvez à droite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une partie de ces luminaires produits ont été réintégrés dans l'entreprise de base. Et donc là, il y a vraiment un schéma, on va dire, de vente circulaire et de retour circulaire des produits qu'on a utilisés et d'une prolongation des matières dans le temps. Voilà, c'est une petite histoire, mais elle n'en est pas moins belle, j'ai envie de dire. Autre exemple, belge, encore une fois. En ce qui concerne finalement, si vous êtes amené à
à réaménager des nouveaux locaux, à réaménager votre espace. La question à se poser de manière utile, hein, c'est de voir s'il n'y a pas possibilité, entre guillemets, eh bien, d'injecter des produits, je veux dire, déjà existants, ou en tout cas fournir une seconde vie aux produits. Et c'est ce que fait la société Retrieval, donc une société wallonne, qui fait de la déconstruction sélective, c'est-à-dire qu'elle, sur chantier, elle fait de la récupération de châssis, de portes, de câblages électriques, de tas de matériaux en fait d'aménagement ou de construction qui ont une valeur, encore une valeur sur le marché et une utilité. Et ces produits servent eh bien, à la conception de nouveaux aménagements et de nouveaux bureaux. Et voilà, ils ont beaucoup de ressources et c'est un partenaire intéressant vers lequel se pencher lorsqu'il est question de construction. Autre aspect dans la construction, avec l'entreprise Saint-Gobain qui fait les fameuses plaques de Gyproc. Gyproc que vous connaissez, il y a dans cette gamme en fait justement des plaques qui sont labellisées Cradle to Cradle. Alors Frédéric l'a présenté, je ne vais pas réaborder en détail, mais ce sont donc des types de plaques qui permettent lorsqu'elles atteignent leur fin de vie, après 15-20 ans, elles offrent la possibilité théorique d'être réinjectées dans le cycle de production de l'entreprise pour reconcevoir des nouvelles plaques. Donc le schéma voudrait qu'une fois que le produit n'est plus utilisable ou est devenu désuet, il peut être réexpédié à l'usine pour être déchiqueté et resservir à la fabrication technique d'une nouvelle plaque de Gyproc. Alors évidemment, ce sont des contrats qui se voient très forts dans le temps et il faut laisser aussi le temps que la procédure se mette un petit peu en marche. Vous retrouvez aussi ce genre d'exemple avec les dalles de moquette d'Esso qui ont aussi cette capacité technique bien d'être déconstruites et resservir à la fabrication de nouveaux produits. Donc en suivant vraiment un schéma fermé du berceau au berceau. Je reste toujours dans l'aménagement avec un petit coup de projecteur sur la société Bedimo que vous avez pu voir dans les vidéos de présentation si vous êtes venu ou si vous avez assisté au lancement du Green Deal. Bedimo qui intègre de plus en plus des critères de sélection dans les produits d'aménagement qu'elle propose, donc dans les meubles notamment, aussi des réflexions sur l'emballage, sur l'optimisation. C'est un exemple d'entreprise classique qui amorce sa transition vers plus de circularité. Et donc, c'est aussi un partenaire qui peut vous aider à faire des choix. Alors, on a abordé l'économie de la fonctionnalité rapidement, donc je l'aborde ici aussi. Sur cette question justement du lien entre l'éco-conception, l'éco-design et l'économie de la fonctionnalité, eh bien, il est vrai que si vous faites appel par exemple à Ricoh pour, alors c'est pas une société belge, mais Ricoh était parmi les pionniers en la matière, eh bien, de prendre une imprimante chez Ricoh, eh bien, c'est vrai que je crois qu'ils n'en vendent presque plus puisque ça fonctionne sur un système en économie de la fonctionnalité, donc sur base des impressions qui sont réalisées. Mais on a affaire aussi à des produits qui sont beaucoup plus robustes dans le temps, puisqu'il est dans l'intérêt de Ricoh à ce que le produit dure le plus longtemps pour que le contrat dure le plus longtemps aussi. Et donc, vous avez affaire à des produits aussi qui sont plus fiables. Alors, l'imprimante c'est déjà un cas d'école, mais ça intervient aussi dans d'autres aspects de la fonctionnalité. On pense au Paperlux, par exemple, de Philips, où Philips se propose des solutions d'éclairage ou d'aménagement, en tout cas, de l'espace d'éclairage sur base d'une formule d'utilisation. Donc, on n'est plus sur la vente d'ampoules ou l'installation d'appliques, etc. On est sur une solution dite d'usage où Philips se charge de l'installation, du placement logique, de la maintenance et entre guillemets, il s'agit d'un contrat continu en matière d'utilisation, donc plus dont le prix est fonction de l'utilisation qui est faite de l'éclairage. J'attire votre attention aussi sur un produit qui, là, vous concerne probablement tous, mais sur lequel on n'a pas forcément l'impression de voir qu'il y a des impacts. Ce sont nos produits numériques, que ce soit hardware, PC, tablette, smartphone ou software dans le développement de sites web, d'applications. Le numérique, c'est un impact environnemental énorme. Il représente aujourd'hui plus que l'aéronautique au niveau mondial.
en termes de charge environnementale. Pourtant, aujourd'hui, on va dire que dans le discours, qu'il soit, enfin voilà, citoyen ou politique, on s'attaque encore beaucoup. On s'attaque. Aujourd'hui, on met vraiment l'avion en avant, alors que derrière ça, eh bien, il y a des enjeux environnementaux beaucoup plus importants et qui nous concernent tous parce que nous sommes tous utilisateurs de ces petites choses. Nous avons tous plus ou moins un site web associé. Et ce qui est intéressant, c'est que ces types de produits peuvent être également éco-conçus. Alors pour le hardware, pas vraiment de fabrication belge locale, il existe le Fairphone, voilà, il y a aussi un schéma en matière on va dire d'éco-conception ou de prolongation de la durée de vie, c'est tout ce qui est qui concerne les produits reconditionnés. Il y a des acteurs montants comme une autre personne que vous avez vue pendant l'event de lancement qui est A Smart World, qui fait dans les produits hardware reconditionnés. Ça existe et on a affaire donc à des produits qui offrent toutes les qualités nécessaires à l'utilisation par rapport au neuf. Et ça, c'est un point essentiel dans l'éco-conception sur lequel j'attire votre attention. C'est que l'objectif de l'éco-conception, c'est de pouvoir produire et de pouvoir proposer des solutions qui sont différentes, mais qui qualitativement sont toujours défendables par rapport aux solutions classiques. On sait très bien que si on va sur des choses qui sont moins qualitatives, la solution ne marchera pas. Et donc voilà, le GSM reconditionné, par exemple, sont un exemple. Aussi, il y a tout un travail à faire dans le développement de vos sites web. Il y a des actions qui sont possibles à entreprendre et vous pouvez vraiment considérer votre site web comme un produit éco-conçu, à condition qu'il soit développé selon certains standards. Alors pour vous aider dans cette recherche de standards ou de trouver des développeurs qui sont sensibles à cela, il y a le site Green IT Belgium, qui peut vous aider entre guillemets dans cette démarche. J'aborde différents thèmes, il y en existe évidemment plein d'autres, que ce soit la création d'événements ou les events que vous organisez en entreprise, les activités de nettoyage, les activités de catering avec l'alimentaire qui recouvre aussi beaucoup d'enjeux environnementaux. Il y a des choix qui sont posés, il y a des produits qui sont moins impactants que d'autres et leur emploi à l'emploi prolongé ou non. Il y a énormément de critères à poser, énormément de thèmes à aborder. Je ne peux malheureusement pas le faire avec vous aujourd'hui, ce qui m'amène à vous orienter vers deux structures complémentaires, qui sont d'une part évidemment toute la dynamique autour du Green Deal achat circulaire, donc représenté ici par Lara, mais autour duquel gravite un réseau d'experts qui peuvent apporter un retour en fait à vos besoins ou à vos problèmes. Ça, c'est d'une part, et vous devez savoir aussi que d'autre part, il existe les référents bas carbone en Wallonie, représentés par les différentes organisations de développement économique provinciales ainsi que l'UCM de manière plus transversale. Et l'objectif donc de ces référents bas carbone, c'est justement d'accélérer la transition environnementale des entreprises. Alors du point de vue énergétique, du point de vue éco-conception, du point de vue nouveau business model, vous avez la possibilité de bénéficier de ce qu'on appelle des diagnostics bas carbone. Bénéficier, j'entends gratuitement, puisque c'est un subside public qui permet cette réalisation. Et ces référents, en fait, vont vous offrir un accompagnement de première ligne, une aide de première ligne, et vous lier, le cas échéant, à des experts qui, de manière plus approfondie, pourront vous aider concrètement à amorcer votre transition qui pourrait éventuellement se témoigner par une politique d'achat, une critérisation au niveau des achats circulaires plus importante. Donc, n'hésitez pas à contacter un service comme l'autre. On est à votre disposition. Et je m'arrête ici et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Martin, pour cette présentation.